Introduction au droit. Nous allons nous intéresser dans cette partie à la hiérarchie des textes et des normes juridiques. Les normes juridiques. Alors, le système de la hiérarchie des normes juridiques, des textes réglementaires, des textes de loi, des textes juridiques est en fait simple et pyramidal. Ça veut dire que le système ou l'organisation de ce système se fait de manière très simple et très pyramidale. On a une norme de niveau 1, 2, 3, 4 et la norme de niveau supérieur s'impose à celle de niveau inférieur. Si nous prenons l'exemple de la Constitution, qui est de niveau supérieur, elle s'impose aux lois qui sont de niveau inférieur à celui de la Constitution. Une règle nouvelle doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur. Par exemple, une nouvelle loi doit respecter la Constitution en vigueur, même si elle est ancienne, mais peut modifier les règles antérieures de même niveau. Ça veut dire une loi peut modifier une loi qui porte sur la même thématique. Enfin, si les modifications sont importantes, elles entraînent de façon logique l'abrogation des règles inférieures contraires. C'est-à-dire si une nouvelle loi parle d'une particularité, par exemple dans le code du travail ou dans tout ce qui est lié au milieu professionnel, et que s'il y a des règles qui sont inférieures, qui sont contraires à cela, eh bien elles sont abrogées. Ça veut dire qu'une règle qui sort de niveau 2, exemple, elle ne peut pas modifier une règle de niveau 1, mais elle peut modifier une règle de niveau 2 et elle peut modifier de façon logique toutes les règles de niveau 3, 4 et plus. Les caractéristiques des niveaux de droit algérien. Il s'agit de 4 niveaux de texte, on va les voir, les 4 niveaux des textes juridiques en Algérie, et ils ont les caractéristiques suivantes. Premièrement, ils sont classés de manière hiérarchique, donc niveau 1, 2, 3, etc. Donc il y a une hiérarchie, le texte de niveau 1 est le plus important, de niveau 2 il est un peu moins important, donc c'est le niveau 1 qui s'impose au niveau 2. Deuxièmement, classé par rapport au temps, classé par rapport à l'année d'apparition, ça veut dire qu'on se retrouve dans un texte qui est apparu en 2014, un autre apparu en 2015, etc. Troisièmement, ils sont numérotés par ordre d'apparition. Ça peut paraître très basique, mais c'est très efficace aussi. La loi qui sort en 2020, la première loi, quelle que soit sa portée, porte le numéro 1, la deuxième numéro 2, etc. Et vous allez retrouver sur ces deux points-là, classés par rapport au temps et numérotés par ordre d'apparition, comment sont numérotées les lois algériennes. Vous trouvez par exemple la loi 90-29 relative à l'aménagement et l'urbanisme. C'est la loi qui est apparue en 1990 et c'est la 21e loi de l'année. Donc loi 90-21, c'est 90 c'est l'année par rapport au temps et 21 c'est la 21e loi de l'année. Elles sont dénommées par nature de texte et par contenu. C'est-à-dire que vous avez par exemple loi 90-21, donc ça s'appelle selon l'appellation du texte juridique qui est une loi, donc loi 90-21, relative à l'aménagement et l'urbanisme. Donc chaque fois que vous trouvez l'intitulé, c'est un décret, c'est une loi, vous trouverez l'année et le numéro et vous trouverez le contenu, loi 90-21 relative à la comptabilité publique par exemple. Ne peuvent avoir d'effet rétroactif et c'est tout à fait normal. Une loi qui sort aujourd'hui peut s'imposer à partir d'aujourd'hui jusque dans le futur, mais elle ne peut pas s'imposer. Je ne peux pas vous dire, vous n'avez pas respecté la loi qui est sortie aujourd'hui, vous ne l'avez pas respectée le mois passé. Je peux vous dire, vous ne l'avez pas respectée demain ou après-demain, parce qu'elle est sortie aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que la loi n'a pas d'effet rétroactif, elle ne peut pas s'appliquer dans le passé, elle ne peut s'appliquer que dans le futur. Vous n'êtes pas tenu de respecter une loi qui n'est pas encore sortie. Voilà le principe. Euh, Quels sont les textes juridiques et quelle est leur hiérarchie en Algérie? Premièrement, on a la Constitution qui est au niveau du sommet de la pyramide. Juste après, on a la législation ou les lois. Troisièmement, on a la réglementation, on appelle aussi ça le bloc réglementaire. Et enfin, au niveau le plus bas, on a le contrat. Ça peut paraître bizarre pour certains de retrouver le contrat à ce niveau-là. Sachez juste que le contrat fait aussi partie des textes juridiques, mais il ne concerne qu'une partie très réduite de la population. On va essayer de les voir un à un et d'expliquer un peu leur contenu. Tout d'abord, le bloc constitutionnel. En haut de la pyramide, mais c'est vraiment le tout haut de la pyramide, il n'y a pas de texte supérieur à la Constitution. Le bloc constitutionnel comprend la Constitution. Une constitution est la loi fondamentale d'un État, c'est-à-dire que c'est la loi principale de l'État, c'est la principale source des lois, etc., qui définit les droits et les libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique, législatif, exécutif, judiciaire. Par exemple, c'est dans la Constitution qu'on sait si on est sous un régime présidentiel ou si on est un royaume ou une république, si les différentes régions du pays
si le pays est partagé en départements, en provinces, en wilayas, quelle est l'importance des assemblées qui décident, etc. Quelles sont les langues officielles d'un pays, etc. Donc c'est là où on va retrouver la carte d'identité d'un État, et c'est vraiment l'ensemble des lois citées juste sous forme générique. Ça veut dire qu'on comprend exactement comment est organisé le pays, le pouvoir et les libertés des citoyens de manière très générique. En deuxième lieu, on a le bloc législatif. C'est les lois ordinaires. Les lois, dès que vous entendez le mot loi, ça fait référence à ce bloc législatif. La loi émane d'une autorité souveraine, le pouvoir législatif, l'Assemblée élue de niveau national, l'Assemblée nationale, l'Assemblée populaire nationale, et qui s'impose à tous les individus d'une société. Donc c'est des textes qui portent souvent sur des thématiques. Par exemple, dans la Constitution, on parle de tout en même temps. Dans les lois, on parle d'une loi relative au commerce, une loi relative à l'urbanisme, une loi relative au, à la comptabilité, une loi relative à tout ce qui est pénal, à tout ce qui est criminalité. Donc on a des lois particulières par thématique. Elles ne traitent pas d'un sujet général. Son non-respect est sanctionné par la force publique, c'est-à-dire que au pire, ce qui peut arriver quand on n'applique pas la loi, c'est d'aller en prison. Par extension, la loi est l'ensemble des lois. Et enfin, elle est la principale source de droit, parce que c'est là où on retrouve toutes les thématiques euh, qui touchent la société. La loi qui sort, elle est faite sur une thématique, mais elle reste toujours générique. Par exemple, la loi sur l'urbanisme dit qu'il faut mettre en place un plan d'occupation des sols. Très bien. Comment je fais ce plan d'occupation des sols? Qui doit l'approuver? Est-ce qu'il y a des plans à l'intérieur? Il y a des cartes à quelle échelle? Au 500e, au 50e? Quel est le détail? Dès qu'on a la loi sur l'urbanisme, on ne sait pas comment faire le détail. Le détail est compris dans le bloc réglementaire. La réglementation est un texte qui définit l'application du champ d'une loi en détail. C'est ce que je viens de dire. Par exemple, la loi qui traite du PDO et du POS en Algérie ne donne pas suffisamment de détails. C'est dans les textes d'application qui suivent le bloc réglementaire qu'on a tous ces détails-là. Nous pouvons ainsi retrouver les décrets présidentiels ou exécutifs. Par exemple, pour le POS et le PDO, ça a été des décrets exécutifs qui spécifient dans le détail comment on élabore un PDO, comment on élabore un POS. C'est le cas aussi du permis de construire et des autres actes d'urbanisme qui paraissent par le biais d'un texte d'application. Les arrêtés ministériels ou interministériels, l'arrêté d'un ministre ou de plusieurs ministres en même temps. Et enfin, les plus petits éléments du bloc réglementaire, c'est les arrêtés du wali ou du maire, du président de l'Assemblée populaire communale. Un exemple d'un arrêté du maire, c'est l'interdiction, par exemple, dans les communes littorales, de se promener dans la ville pendant la saison estivale avec la tenue avec laquelle il va à la plage, en maillot de bain ou quelque chose comme ça. Ça peut être un arrêté du maire. En général, la réglementation suit ou c'est des textes d'application des lois qui sont sortis. Et enfin, on a le bloc contractuel. Les contrats et les conventions. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont faites. Si deux personnes signent un contrat, eh ben, on peut s'intéresser à un article du Code civil algérien qui dit le contrat fait la loi des parties, article 106 du Code civil. Ça veut dire que ces deux personnes qui ont signé un contrat ont créé une loi entre elles, elles sont tenues de les respecter. Euh, L'un des principes à respecter dans ce contrat, c'est qu'il ne peut pas être contradictoire avec les textes de niveau supérieur. Ça veut dire qu'un contrat entre deux personnes ne peut pas être contradictoire avec la réglementation en vigueur, les lois en vigueur et la Constitution. Dans tout ça, le citoyen est parfois perdu. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'ouvrir un commerce. Prenons une thématique très répandue chez les populations en général, le commerce et la famille. Si moi j'ai envie d'ouvrir un commerce ou j'ai envie de fonder une famille, c'est une thématique qui peut intéresser beaucoup de monde. Et après, il y a des lois, il y a des décrets, il y a des arrêtés, on est vraiment perdu. Au milieu de tous ces textes, évoquons le code civil du travail du commerce, qui a pour objectif de faciliter la mise en œuvre du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas euh, justifier la non-application de la loi par son ignorance. C'est pas parce que je ne connais pas la loi que je peux ne pas la respecter. Donc si je vais ouvrir un commerce ou que je veux fonder une famille et après on me dit c'est pas comme ça, je vais dire oui mais je suis un peu perdu, je retrouve pas, je ne connais pas. On va me dire oui, ben, c'est pas un souci. Si vous la connaissez pas, vous pouvez ne pas l'appliquer, c'est pas le cas. Donc le code est là pour faciliter et permettre aux citoyens de mieux connaître leurs droits et obligations. Comment? Comment ça? Eh ben, les textes éparpillés, la loi qui concerne la thématique du commerce, la loi qui concerne la thématique de la famille, est regroupée avec les autres textes. Donc elle est organisée de façon cohérente
avec une rédaction harmonisée actualisée. Les règles de droit deviennent ainsi facilement accessibles, c'est-à-dire que dans le code contiennent des parties qui sont regroupées dans la partie législative et d'autres décrets qui sont regroupés dans la partie réglementaire. On prend tous les textes qui soient lois, règlements, décrets, etc., qui concernent la famille, on les met dans un seul texte et on l'appelle code de la famille. Dorénavant, je n'ai plus à chercher dans plusieurs textes, je prends juste ce texte-là et j'ai la matière qu'il me faut. Je veux faire du commerce, et ben je prends le texte qui s'appelle code du commerce et je retrouve tous les éléments qui concernent le commerce dans ce texte. Si on doit faire un peu une synthèse de ce qu'on vient de voir, les caractéristiques du droit. Alors, premièrement, c'est une norme produite par l'État, pas par des individus. Deuxièmement, c'est un ensemble de normes contraignantes, je ne fais pas toujours ce que je veux. C'est des règles qui sont hiérarchisées du niveau supérieur au niveau inférieur. Et enfin, il y a une obligation d'application, sinon on est sanctionné. Voilà. Et merci pour votre attention.